Donc, je vous entretiendrai peut-être d'un sujet qui est moins courant, c'est-à-dire la recherche, en fait, dans le domaine de l'accessibilité. On voulait vous présenter aujourd'hui, en fait, l'état de la question sur les domaines les plus importants qui sont touchés par les articles scientifiques dans le domaine de la recherche. Donc, portrait des écrits scientifiques. Ce qu'on voulait faire, c'est trois sous-objectifs, les atteindre les trois, dégager les bonnes pratiques, obstacles et habitudes de vie au sens du processus de production du handicap que vous connaissez probablement et qui nous permettait donc de classer les différents articles en fonction des contenus de ces articles. Ensuite, de dresser le réseau notionnel ou les réseaux notionnels de la norme à l'usage, qui était le thème principal des assises d'aujourd'hui, et proposer des recommandations pour le passage de l'usage à la norme en matière d'accessibilité. Lorsqu'on parle de situation de handicap, on a souvent l'impression de parler de groupes homogènes, mais on n'a pas vraiment de groupe homogène. L'ensemble des personnes qui vivent des limitations fonctionnelles, ben, on s'aperçoit en fait que les adaptations doivent être multiples. Il n'y a pas une adaptation dans un contexte particulier qui peut répondre à l'ensemble des limitations que les personnes peuvent vivre. Et il y a certaines limitations, comme les limitations intellectuelles, ben, on s'aperçoit que l'accessibilité est encore très, très loin d'être disponible dans nos sociétés, que ce soit dans le domaine du transport, de l'éducation. Donc, la recension en termes de résultats, on a retenu pour les 5 dernières années 563 articles scientifiques qui correspondaient aux mots-clés qu'on s'était donnés. Et de ces 563 articles, on a retenu 127 qu'on a lus complètement, dont on a fait les résumés et qu'on a entrés dans notre base de données qui nous semblait pertinente par rapport à cette banque, donc était pertinente par rapport au thème donc de normes et situation de handicap ou accessibilité et situation de handicap. Donc, les années 2017 à 2020, ce qui est assez notable, 2017 à 2020, donc, c'est là où on retrouve le plus d'articles scientifiques, notamment en 2017 et 2020. 2020 étant terminé à ce moment-là lors de notre recension des écrits. Donc, c'est un sujet, bref, quand on regarde ces données, qui monte en puissance, on le voit bien, par le nombre d'écrits et ce qui signifie aussi le nombre d'auteurs qui sont intéressés à ce type de situation, celle de l'accessibilité sous toutes ses formes. Et donc, on peut s'attendre à ce que 2021, on ait à peu près autour de 22 à 25% des écrits. Donc, c'est important parce qu'on s'aperçoit que l'accessibilité, c'est pas quelque chose de théorique, c'est pas un concept abstrait, c'est quelque chose que les personnes, que les chercheurs aussi vivent de manière concrète. Et ça, c'est particulièrement important pour trouver des solutions et arriver à des recherches-actions qui mènent à l'édiction soit de normes ou soit d'applications en termes de manière de procéder ou encore à des artefacts qui permettent aux personnes de surmonter les obstacles à l'insertion sociale ou à l'inclusion sociale. Population représentée à travers les études sur l'accessibilité, ça aussi c'est important, qui sont ciblés par ces articles, ben, l'ensemble de la population en général. Ce sont surtout les articles théoriques qui en parlent. 14% ont parlé donc de l'ensemble de la population. Au niveau de l'enfance, et ça c'est un peu étonnant, il n'y a que 34% des articles qui s'intéressent à l'enfance et à l'adolescence au plan des recherches, tandis que 43% ont porté chez les adultes, donc sur les adultes et leur situation de handicap, tandis que ça aussi, c'est un domaine particulièrement préoccupant pour les personnes âgées. Il n'y a que 9% des articles qui concernent ce groupe de personnes. Qu'entendons-nous par accessibilité à propos des chercheurs, à propos des recherches qui ont été publiées? Ben, ça réfère généralement, puis ça c'est assez classique là, comme concept, à la conception de produits ou d'équipements ou de programmes ou de services, de programmes, que ce soit par exemple le langage facilité qu'on peut utiliser pour certaines personnes,
ou encore certains services directement liés au transport, liés à l'éducation ou à l'apprentissage, liés aux loisirs, qui peuvent être utilisés par tous pour rendre accessible l'activité ou le lieu à tous, indépendamment de leurs limitations fonctionnelles. On ajoute toujours dans la mesure du possible, parce que quelquefois c'est difficile, sans nécessiter ni adaptation, ni conception spéciale, qui crée, je dirais, l'exclusion, c'est-à-dire qui étiquette les personnes parce que ces services ne sont pas adaptés ou ne sont pas, mis en place pour faciliter, je dirais, l'usage citoyen du service sans qu'il y ait de discrimination par rapport aux usagers. Donc, il n'y a pas une prise en compte très globale de la notion d'accessibilité, mais on travaille beaucoup plus, je dirais, ici, on dirait un peu en silo, hein, dans chacun de notre côté, soit en fonction de nos limitations fonctionnelles, hein, catégorie par catégorie, plutôt que de regarder globalement ce que pourrait être l'accessibilité pour l'ensemble des citoyens. Et comme il a été mentionné aussi au début, à l'ouverture des assises, de ce changement, je suis tout à fait d'accord avec ça, il sera permanent. En fait. On ne peut pas penser travailler à résoudre la question de l'accessibilité une fois pour toutes. Je pense que c'est une question fondamentale de la vie de l'humanité, de l'évolution de l'humanité, qui est de se préoccuper constamment de permettre à l'ensemble de nos citoyens, de nos collègues, de nos confrères, de nos concitoyens, donc, de pouvoir agir avec le plus d'accessibilité, avec le plus de production sociale possible, hein, en retirer le maximum, en donner aussi le maximum aux autres, qui nous permettent d'avoir des sociétés plus justes, plus démocratiques et qui répondent davantage à nos valeurs démocratiques aussi. Donc, une mise en norme de l'accessibilité, faire connaître les services et les pratiques exemplaires de manière en matière d'accessibilité, donc l'utilisation de la littératie. Je pense notamment aux personnes qui sont porteuses d'une déficience intellectuelle, et ça représente presque 3%, sinon un peu plus dans certaines régions, 3% de la population, ce qui est quand même énorme. Faire connaître les services et les pratiques exemplaires dans le domaine pour inciter d'autres à pouvoir suivre ces pratiques, puis financer éventuellement, développer des recherches novatrices pour la prochaine génération de normes. Parce que les normes et leur qualité, bien sûr, évoluent en même temps qu'on peut appliquer ces normes. À chaque fois qu'il y a une application de normes, la question va se reposer. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que c'est avec les bons outils? Est-ce que c'est les bons produits? C'est les bonnes adaptations? Bon. Parce que aussi les besoins de la population changent et aussi les limitations fonctionnelles aussi varient. Soit d'une région à l'autre, soit d'un groupe à l'autre, ou d'une population à l'autre, et d'une période à l'autre aussi. Qu'en est-il de l'usage? J'ai mis un R et RE, c'est-à-dire c'est surtout de l'usager ou de l'usagère qui nous intéresse ici. 3 acceptations de la norme qu'on rencontre couramment dans les écrits. C'est se servir de l'usage, c'est se servir d'un produit, se servir d'un service ou d'une possibilité donc d'actualisation, d'utiliser un service, ça revient souvent, et posséder un droit réel à l'usage pour pouvoir vraiment être un citoyen autonome. Au plan structurel, l'absence d'assurance complémentaire, de mutuelle, qui permettent aux personnes en situation de handicap de pouvoir bénéficier de ces subventions, des milieux sous-équipés, inaccessibles au plan physique. Dans certains milieux de santé, on a parlé des cabinets privés de médecine, c'est aussi la réalité au Québec et au Canada. La communication défaillante entre les professionnels, parce qu'on agit encore très peu en interdisciplinarité, on est plutôt dans la disciplinarité que l'interdisciplinarité, et encore moins entre services, et je vous dirais encore moins entre hôpitaux et dans les grands systèmes de santé. Bien que ce fut le message le plus important des 5 ou 10 dernières années, la transdisciplinarité dans notre domaine, dans le domaine de la santé, il est encore très peu pratiqué de façon concrète, j'entends, pour solutionner des problèmes ou des difficultés que les personnes ont. Et quand je parle de transdisciplinarité,
je pense aussi à la participation active, non pas juste à la consultation des personnes en situation de handicap, mais à la participation active des personnes à la solution et à la résolution de problèmes qu'on peut avoir en santé et à l'application aussi de nos programmes de santé. Très peu d'organismes, très peu de, de structures médicales font appel de façon active à cette participation, je dirais, ici on dirait le client-patient, là, mais à la participation des personnes de façon importante. Ça, on a de plus en plus d'adaptations qui sont faites. Mais pour le reste, au niveau intellectuel, au niveau psychique et d'autres types de limitations fonctionnelles, on a très peu mis de choses en place actuellement. Et puis des classes adaptées et inclusives, c'est-à-dire pas juste permettre aux personnes d'accéder à l'éducation régulière, mais d'avoir des pédagogies à l'intérieur des écoles normales, régulières, traditionnelles, dans des classes traditionnelles avec les autres, autrement dit, mais en adaptant la pédagogie aux personnes qui présentent certaines limitations fonctionnelles ou intellectuelles. La maîtrise d'usage, donc, se fonde sur une participation active et sur le pouvoir d'agir des collectifs qui travaillent avec les personnes en situation de handicap. Mais les normes devraient aussi assurer, vous le voyez en haut, et c'est ce qui ressort des écrits, faciliter l'accessibilité à des habitudes de vie, prévenir et éliminer les obstacles. Prévenir, ça serait extrêmement important qu'on s'en préoccupe aussi, et non pas juste de corriger ou d'éliminer les obstacles sur les habitudes de vie. Ce qui ressort en littérature, vous l'avez vu, la santé, l'éducation, le transport, et aussi d'autres secteurs. L'usager va permettre d'actualiser, c'est lui qui le vit en fait, l'usager ou l'usagère, d'actualiser ses habitudes de vie. Il devrait participer comme maître d'usage au plan individuel, en développant le sentiment d'efficacité chez ces personnes et en développant leur autonomie davantage. Il faut passer par ces étapes qui sont importantes pour devenir maître d'usage. Et ensuite, au plan collectif, en fait, par une connaissance plus approfondie du milieu de vie de ces personnes, de ce collectif, il faut être plus fort, et aussi tirer profit du savoir expérientiel de ces collectifs pour être capable de parler davantage d'accessibilité. D'abord, ce qu'il faudrait penser, et on l'a mentionné très brièvement tout à l'heure dans une des présentations, soutenir le collectif de personnes concernées par l'usage en matière d'accessibilité. Je pense qu'il faut se poser la question, comment on peut soutenir de façon efficace l'ensemble des collectifs qui travaillent à rendre accessibles les services à une population, je dirais, à permettre l'inclusion sociale, soutenir les individus dans leur autonomie, surtout penser à autonomie et leur sentiment de compétence par la mise en place d'environnements qui sont plutôt capacitants, qui ne font pas que d'éliminer des obstacles, qui permettent aux personnes aussi de se développer avec l'usage des biens et des services, favoriser le partage du pouvoir entre les usagers et les autres acteurs sur l'édiction des normes, développer des normes qui reposent sur une dynamique plutôt collaborative entre politique, les systèmes de services et les usagers, puis enfin, l'accessibilité devrait être aussi se développer comme un moyen qui permet la maîtrise d'usage et la réalisation d'une participation citoyenne beaucoup plus inclusive qu'elle ne l'est actuellement.